Monsieur le rapporteur, est-ce que vous nous entendez? Je ne vous entends pas. Non? Vous n'entendez pas là? Deux petites secondes, je vais essayer de régler pour pouvoir vous entendre parce que j'arrive pas à entendre là. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? On vous entend, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous nous entendez? Félix, je ne sais pas Ah, pourquoi j'arrive pas à mettre le son. C'est très particulier là. Est-ce que vous m'entendez là ou est-ce que vous m'entendez on vous pas? entend, monsieur le rapporteur. Et vous? Je sais pas le problème que j'ai. J'arrive pas à vous entendre alors que vous êtes en train de me parler. Laurent. Peut-être eux. Non, non, c'est là que je parle. Laurent, tu entends? Non? On t'entend là. Allô? Là, je crois qu'on t'entend, Laurent. Je crois qu'on t'entend, Laurent. Viens devant le micro. Je crois qu'on t'entend là. Tu m'entends là? Oui, oui. Si tu t'approches, on Oui, t'entend, ouais. m'entendre, vous On m'entendez. t'entend, Vous savez pourquoi? on t'entend, ça y est. C'est moi. Moi, je ne vous entends pas par contre. Ah, Le souci que j'ai, c'est ça. Je n'ai pas la retransmission du son de la salle. Donc, ça veut dire que ça vient de nous. pourtant, on t'entendait il y a 2 secondes. Hein? On se déconnecte, on se reconnecte, peut-être. On va se reconnecter. Alors, hein, on a pris du Allez, retard. c'est pas Désolé. grave, c'est Hein. pas grave. Déconnecte-toi et reconnectez-vous. Allez. Allez. Attends, parce que là, je l'ai le. J'entendais, c'est pas grave, là, j'entendais. Non, mais on vous entend, Antoine, on t'entend, hein? Ah oui, c'est de l'autre côté qu'ils ne nous entendent pas, ouais, je suis bête. Sauf si notre micro marche pas. C'est leur micro. Oui, c'est eux qui nous entendent pas, je suis bête. Vas-y. J'enlève ton micro.
pouvez parler? Oui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon? Parfait. Parfait. Ça, c'est le seigneur maestral. Il est très bon, hein, il est très bon. Hein. Il est bon, hein, vous avez vu? Il est bon, hein. Il est bon, hein. Bon. Très bien, monsieur le rapporteur, on est heureux de vous avoir avec nous, d'avoir réglé ce problème technique. Donc, nous auditionnons aujourd'hui Maître Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, malgré une actualité riche, voire tumultueuse. Donc, la LDH est une association ancienne, créée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, connu et reconnu pour ses multiples combats en faveur des droits de l'homme dans toutes leurs acceptions. Depuis 125 ans, la LDH agit en faveur des libertés individuelles et collectives, pour la promotion des droits civils et politiques, mais également pour les droits économiques, sociaux et culturels. Donc vous combattez à cet égard toute forme de discrimination, qu'elle soit fondée sur l'origine, la religion, le sexe. Il nous a semblé nécessaire et utile de vous entendre afin d'évoquer avec vous le monde carcéral en général. En effet, l'analyse des événements dramatiques qui ont donné lieu à la création de notre commission d'enquête nous a évidemment conduit à nous intéresser à différentes facettes de la vie en détention et des réalités de la détention, qu'il s'agisse de la prévalence de la violence, de la prise en charge des troubles psychiatriques, du respect pas toujours optimal, évidemment, des droits et libertés fondamentaux des détenus. Nous pensons évidemment en particulier au droit à la vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque nous avons été amenés notamment à évoquer souvent, on va le faire encore aujourd'hui, la gestion du statut de DPS en général et en particulier dans le cas d'Yvan Colonne sur les demandes de transfert familial. Nous souhaiterions évidemment connaître votre diagnostic sur l'état de nos prisons, sur la manière dont sont gérés les détenus, sur les pistes d'amélioration de notre système de votre point de vue. Par ailleurs, nous savons que la Ligue a été attentive à maintes reprises et s'était prononcée sur les questions du statut de DPS, en particulier du commando dit Erignac, puisque j'avais moi-même en tant que parlementaire, avec les autres parlementaires du mandat précédent, signé un courrier au siège national de la Ligue des droits de l'homme concernant particulièrement la demande de lever le statut DPS des détenus, pour le coup, à l'inférent des Pierre Alessandre uniquement, parce qu'ils sortaient de la peine de sûreté en 2017. Je rappelle que Yvan Colonne terminait sa peine de sûreté lui en 2021, le 9 juillet 2021. Donc si vous avez aussi des éléments contextuels par rapport à l'épisode de ce courrier, à la gestion qu'on a fait, la chancellerie notamment, et le gouvernement, cela nous intéresse. Et puis nous savons aussi que la Fédération internationale des droits de l'homme s'est intéressée à la question des 3 procès, et du procès en appel notamment d'Yvan Colonne sur la question du respect de l'égalité des armes en particulier, d'autres sujets. Peut-être pouvez-vous nous en parler à un moment donné. Voilà. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole si vous m'en entendez toujours. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous entends très bien et j'espère qu'il en est de même de votre côté. Bon, Monsieur le Président Baudouin, deux éléments qui correspondent à l'audition d'aujourd'hui. D'abord, vous remercier de venir à notre rencontre. M'excuser du fait d'être retenu à Ajaccio, en Corse, dans le cadre de mes fonctions de conseiller municipal, puisque le mandat électif local est, comme vous le savez, très important également, et j'ai un conseil municipal ce soir auquel je me devais de participer. Je voudrais vous dire que les questions que nous allons poser, enfin que je vais poser en tant que rapporteur, porteront sur 2 sujets. Le premier aura trait naturellement aux conditions générales liées au monde pénitentiaire que vous connaissez parfaitement, eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, mais également à votre parcours personnel. Elles sont importantes dans le cadre de la mission qui est la nôtre aujourd'hui dans cette commission d'enquête parlementaire. Et deuxièmement, naturellement, des questions qui peuvent se rattacher à l'affaire en elle-même, à savoir l'affaire Colonna, l'affaire Elongabé et tout ce qui peut être connexe par rapport à cette affaire particulière dans cette maison centrale d'Arles. Donc voilà, vous avez été destinataire d'un questionnaire. Il est possible que je rebondisse sur un certain nombre de sujets. Et, en tout cas, je voulais vous remercier de venir vous exprimer devant notre commission.
Voilà, juste, il est d'usage que l'on procède à la prestation de serment dans un premier temps, puisque nous sommes évidemment sous serment. Donc, Monsieur Baudouin, en l'application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander donc de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie donc d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Très bien, vous avez la parole pour un exposé d'une dizaine de minutes. Merci. Alors, merci, monsieur le rapporteur. Cette fois, je prends la parole après avoir prêté serment, comme ça. Mes propos précédents ne pouvaient pas être pris en compte. Non, simplement, alors peut-être juste 2 ou 3 observations préalables. La première, c'est qu'évidemment, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, l'intervention se situe dans le cadre du respect des textes. Alors les textes, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec toutes les dispositions qui y figurent et que vous connaissez parfaitement, et en particulier le droit au procès équitable, l'absence de mauvais traitements ou de traitements dégradants, et j'en passe, mais vous les connaissez. Il y en a une que je vais quand même rappeler, c'est aussi le droit à la présomption d'innocence, parce que dans cette affaire d'Ivan Colonna, et on se rappellera quand même les déclarations de M. Sarkozy, qui d'emblée l'avait présenté comme étant l'assassin du préfet Erignac, ce qui n'était sans doute et même certainement pas tout à fait conforme au respect de la présomption d'innocence. Le deuxième point, c'est que, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, j'étais d'ailleurs le président de cette organisation au moment de l'assassinat, de l'assassinat du préfet Erignac, a suivi de très très près l'évolution du procès. Alors, je ne serai pas long, mais nous avons suivi 2 des procès, donc en 2007 et en 2009. Et en 2009, il y avait une mission composée de 3 personnes, en particulier un haut magistrat français, Roland Kessous, et un avocat belge assez connu qui s'appelle Éric Gillet. Et il avait pu être constaté au moment de ce procès qu'il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, et aussi soit d'incohérences, soit de zones d'ombre. Je citerai juste un paragraphe. En présence d'enquêtes de police menées en application d'une législation d'exception, d'un accusé qui a choisi de politiser son procès et de quitter l'audience, d'une défense qui a tout fait pour déstabiliser un président entouré de magistrats peu au fait des procédures d'assises, sans soutien évident du ministère public, d'accusations rétractées, d'une absence de preuves matérielles. La décision finale rendue conformément à la loi, puisque les juges avaient pour seule obligation de se fonder, de se prononcer en se fondant sur leur intime conviction, a mis un terme aux poursuites. Cette vérité judiciaire n'a cependant pas mis fin aux controverses soulevées par ce procès. À l'issue de 6 semaines de procès et au vu des éléments contenus dans le présent rapport, la question du caractère équitable de ce procès est clairement posée. Donc je fais ce rappel parce que je crois que tout ce qui a suivi est quand même indissociable de la procédure qui a été menée à l'encontre d'Ivan Colonna. Tout est hors norme depuis le début. J'évoquerai aussi tout de même au passage d'aspect très singulier touchant ceux qui avaient été présentés comme les commanditaires de l'assassinat du préfet, qui avaient été condamnés, donc Jean Castella et Vincent Andriuzzi, qui avaient été condamnés initialement à 30 années de réclusion pour finalement être acquittés parce que tout ça paraissait relever d'un montage. Je n'évoquerai pas, c'est archi connu, les difficultés existantes entre les divers services qui sont intervenus. Bon, tout cela pose d'emblée un problème. Alors ensuite, si vous le permettez, monsieur le rapporteur, j'intervertirai peut-être les 2 questions que vous souhaitez soulever, encore qu'elles se conjuguent, et je répondrai peut-être d'emblée à un de vos questionnements figurant dans le questionnaire que j'ai reçu concernant la situation d'Ivan Colonna. Vous demandiez, avez-vous reçu des témoignages issus de la maison centrale d'Arles avant l'incident du 2 mars 2022 qui permettraient d'en expliquer les ressorts?
Alors là-dessus, je précise d'emblée que la LDH en tant que telle, qui était en lien assez fréquent, enfin notre section en Corse, avec la famille Colonna, n'avait pas été spécialement avisée. Il n'y avait pas d'informations qui pouvaient laisser penser qu'on aboutirait à cette situation. Alors, ce que je précise, et vous connaissez parfaitement puisque vous avez auditionné, ces 3 points que nous retenons parce qu'elles rentrent dans le constat que peut faire la LDH, c'est le rapport, quelques-unes des conclusions du rapport de l'inspection générale de la justice sur le fonctionnement de la prison d'Arles. Et comme vous le savez, 3 points ont été relevés. Je vais passer vite sur les 2 premiers. Le défaut de vigilance du surveillant activité qui n'était pas présent et pour des raisons qui sont assez inexplicables. Le 2e point, ça a été la mauvaise exploitation, pour le moins, des images de caméras vidéosurveillance, qui est quand même une lacune, une faille très importante. Et puis le 3e point sur lequel j'insisterai, c'est tout de même par rapport à l'agresseur, c'est l'absence à plusieurs reprises d'orientation donc de Franck Elonga-Abié en quartier d'évaluation de la radicalisation. Alors que tout son parcours semblait justifier qu'il soit affecté à ce quartier, à ce QER, et qu'il y avait eu beaucoup de suggestions, voire de demandes qu'il en soit ainsi. Pourquoi cela n'a pas été le cas? Et ça nous paraît très important parce qu'il y a un traitement totalement différent et anormal entre cet agresseur qu'on a laissé en DPS avec moins de contrôle, une relative liberté, semble-t-il, de circulation, alors qu'il aurait dû, de par une dangerosité démontrée, être placé en quartier d'évaluation de la radicalisation. Et puis le cas d'Ivan Colonna, qui s'est toujours comporté, il faut le souligner à nouveau, en détenu exemplaire, et qui, lui, s'est trouvé, en quelque sorte, gardé en prison avec une stratégie de DPS à vie. Et alors, au surplus, que cet agresseur était sur le point, il devait quitter, il était prévu pour quitter la prison d'Arles quelque temps plus tard. Donc ces dysfonctionnements, vus du regard de la LDH, qui doit aussi apprécier factuellement pour se prononcer ensuite d'un point de vue du respect des droits, ces dysfonctionnements conjugués nous paraissent, ne peuvent pas être considérés seulement comme des dysfonctionnements. Je crois qu'il y a eu toute une stratégie hors norme de punition, de châtiment, de vengeance, de raison d'État pesant sur Ivan Colonna et qui s'est particulièrement traduit au moment de cette agression qui a finalement conduit à son décès. Voilà, je voulais souligner ce point. Alors, de la même manière, bon, je vais passer assez vite sur une question. Quelle a été la réaction à la suite de l'agression? Ça a été une réaction de stupéfaction, d'inquiétude, parce que ce qui s'est passé, ça a évidemment suscité à l'échelle nationale, mais plus particulièrement en Corse, des réactions parfaitement compréhensibles de révolte face à ce sort réservé à Ivan Colonna, alors que depuis très longtemps était demandée la levée de ce statut de DPS, la possibilité de rapprocher Ivan Colonna, de même qu'Alain Ferrandi ou Pierre Alessandri, des proches, au titre de ce que vous évoquiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est-à-dire un minimum de respect de la vie familiale, tout ceci ayant été refusé. Donc notre réaction a été évidemment de stupéfaction, de condamnation, mais aussi de recherche d'apaisement. Et donc on a, je dirais pas profité, c'est une mauvaise expression bien sûr,
Mais au lieu de contribuer à envenimer les choses, nous avons demandé à ce que reprenne ce processus de dialogue politique qui est absolument indispensable et indissociable du sort qui était réservé à ces détenus issus du commando, dit commando de Érignac. Alors ensuite, peut-être on peut en venir en élargissant au deuxième point, monsieur le rapporteur, et je serai bien entendu tout disposé à répondre à vos questions complémentaires. Mais le deuxième point, bon, c'est ce statut de détenu particulièrement signalé, donc le DPS. Alors sur ce statut qui a pénalisé Ivan Colonna et aussi pendant très longtemps Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, on relève d'ailleurs que d'une manière, comment dire, presque choquante et assez lamentable, on a levé ce statut sauf erreur. Hein. Je parle de mémoire, vous m'en excuserez, je n'ai pas eu le temps de préparer autant que je l'aurais souhaité pour des raisons tout autres. Mais je crois qu'on a levé le statut de DPS d'Ivan Colonna quelques jours après l'agression dont il était victime, à un moment où, en quelque sorte, on savait que c'était déjà trop tard. Donc c'est quand même pas très brillant. Et là, j'évoquerai le fait que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son rapport de 2020, où elle évoque ces situations, a relevé qu'entre 1959 et 2020, la France compte 759 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, dont 566 pour le droit au procès équitable et 45 pour torture et traitement dégradant. Je crois que ces chiffres sont quand même très révélateurs et sont à situer aussi dans le contexte. Alors, avant d'aborder directement le statut DPS, il y a la question de l'intégrité physique, et ça rejoint le propos sur les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, l'intégrité physique des détenus au sein des établissements pénitentiaires. Alors là, je me référerai, il se trouve que j'ai été membre pendant plusieurs années, ces temps derniers, je ne le suis plus depuis que je suis président de la LDH, mais j'étais membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et la CNCDH a émis à cet égard un avis, qui est un avis du 24 mars 2022, qui est très sévère et consternant sur ces questions des conditions de détention indignes. Alors, elle n'est pas la seule. Hein. Il y a c'est pas le rapporteur, le contrôleur hein, des lieux de détention qui fait les mêmes constats, surtout depuis que Dominique Simoneau est la contrôleuse hein, des lieux de détention. Elle est venue en particulier lors de notre réunion de comité national de la LDH nous faire une description quasiment apocalyptique des conditions de détention actuellement dans les prisons, du fait notamment de la surpopulation et des conditions quasiment moyenâgeuses sur le plan de ce que sont les établissements pénitentiaires. Et dans cet avis, j'y reviens juste un instant, de la CNCDH, il était évoqué l'absence de respect du droit à la dignité et du droit à l'intégrité physique et psychique des détenus, avec beaucoup de violences, soit interpersonnelles entre détenus, bon, parce que tout cela n'est pas géré correctement, soit entre les détenus et les gardiens de l'administration pénitentiaire. Les conditions matérielles d'hygiène et de salubrité, je l'évoquais, tout à fait indignes, et puis des droits fondamentaux des personnes qui ne sont pas respectés, tels que notamment le droit à des soins de santé de qualité et en temps voulu, un accès à la justice pour avoir des moyens de contestation réels et pas seulement sur le papier de mesures qui méritent d'être contestées de la part des détenus, et puis le fait qu'il y a, c'est un vieux leitmotiv, je connais ça depuis longtemps, étant militant dans ce domaine depuis longtemps, d'absence
de suffisamment d'activités, de possibilités d'activités créatives, éducatives, de travail pour permettre une réinsertion, et enfin cette surpopulation carcérale absolument dramatique. Alors, sur les violences au sein des établissements pénitentiaires, précisément, j'y reviens pas, c'est dénoncé par d'autres que nous, du fait des conditions notamment de fonctionnement de ces établissements pénitentiaires. Alors, peut-être un petit point complémentaire, vous m'excuserez si je reviens un tout petit peu en arrière, parce que ça rejoint le cas d'Ivan Colonna, mais sur ces conditions de détention et ce maintien en détention avec acharnement, je dirais, à l'encontre des détenus qu'on va qualifier de politiques, c'est-à-dire les détenus corses, les détenus basques. On voit que du côté du PNAT, enfin du Parquet national antiterroriste, il y a vraiment un acharnement qui relève de la raison d'État à maintenir prisonniers indéfiniment, quasiment, des personnes au titre de cette vengeance d'État. Et ça, il y a vraiment là-dessus une nécessité de modifier la législation, sachant au surplus que la question est politique et qu'elle ne sera pas seulement résolue par des moyens juridiques. Alors, Monsieur le rapporteur, je termine peut-être par rapport aux questions que vous aviez posées, et puis après, vous reviendrez, j'ai à peu près terminé. Vous interrogiez, alors je vais laisser peut-être pour la fin la question de la gestion des détenus radicalisés en France, et puis peut-être sur le parcours carcéral d'Ivan Colonna, comme je venais de l'évoquer, sur son statut de DPS et le respect de son droit à une vie familiale. Alors là, il est évident que c'est la dénégation totale de ce respect au droit à la vie familiale. Ça concerne également les autres détenus, je l'ai évoqué, notamment, bien sûr, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, même si on a enfin réussi à obtenir par des décisions judiciaires récentes la possibilité de mise en œuvre au-delà de la période de sûreté qui était expirée depuis plusieurs années pour ces deux derniers, la possibilité d'aller vers une libération conditionnelle. Mais jusque-là, le fait de les maintenir contre vents et marées, malgré toutes les demandes, en dehors du territoire corse, à titre de double peine, en quelque sorte, et de punition supplémentaire, est absolument scandaleux. Nous l'avons dénoncé, et j'ai pour ma part été amené à intervenir, y compris en tant qu'avocat, il n'y a pas très longtemps pour les détenus basques. La situation était, même si c'est pas insulaire pour les Basques, c'était la différence, mais de les tenir loin de leur lieu de vie familiale procédait de cette même logique inadmissible. Bon, j'évoquerai aussi cette tentative d'évasion qui avait été reprochée à Ivan Colonna, qui avait été complètement démontée par mon confrère et ami Patrice Spinozzi, pour le transférer à Réau, pour finalement le ramener à Arles. Bon, c'est vraiment... C'est tout ce parcours qui, constamment, a été un parcours, je dirais, je crois qu'on peut utiliser le terme de vengeance moyenâgeuse, quasiment. C'est, voilà, le regard que l'on peut porter. Alors, sur le statut de DPS, bon, je crois m'en être déjà expliqué, mais ça, on peut y revenir peut-être à travers les questions que vous voudrez bien poser. Comment peut-on peut-être modifier ou améliorer la situation sur les détenus radicalisés. Sur les détenus radicalisés, il se trouve que là aussi, j'ai été amené en tant que membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme à être le rapporteur d'un avis qui nous a amené de deux avis d'ailleurs, qui nous ont amené à auditionner beaucoup de personnes
en particulier représentants du ministère de la Justice, sur cette question de la radicalisation. Alors c'était des avis, l'un qui concernait les enfants détenus dans les camps du nord-est syrien, mais on a été amené à évoquer évidemment la situation des mères susceptibles d'être poursuivies, et puis la question des Français partis faire le djihad et condamnés à mort par les tribunaux irakiens pour lesquels on demandait le retour en France pour qu'ils soient jugés en France, avec la question qui était posée, oui, mais quand ils reviennent en France, ces hommes ou ces femmes, comment les traiter au niveau de la déradicalisation, comment traiter la radicalisation. Alors là, il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet. Bon, ce que l'on peut dire, c'est que le traitement à la française a été assez balbutiant pour devenir peut-être un peu plus, non pas performant, mais tout de même amélioré depuis quelques années, dans la mesure où ça nous a été expliqué par un représentant du ministère de la Justice, dans la mesure où on a essayé de traiter d'un point de vue qui ne soit plus seulement le point de vue de la recherche de la dangerosité, mais aussi le traitement, est-ce qu'il s'agit d'une radicalisation idéologique ou d'une radicalisation terroriste, et essayer de mieux dissocier, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, ces deux approches qui peuvent certes être complémentaires, mais qui sont souvent dissociables et qui ont conduit à beaucoup d'erreurs d'approche. Et ce que l'on peut tout de même observer, c'est qu'aujourd'hui, ça nous a été dit, ce n'est pas un satisfecit, mais c'est quand même une amélioration, c'est qu'un certain nombre de détenus qui ont été condamnés à ce titre, commencent à sortir, et fort heureusement, espérons que cela dure, on n'a pas observé lors de sorties de nouveaux passages à des actes qui avaient pu être ceux à l'origine des condamnations. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai l'impression de faire un long monologue et peut-être vous laisser reprendre la parole et me demander des compléments par rapport aux questions que vous entendiez soulever. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est effectivement un exposé précis, mais qui est évidemment nécessaire au stade de nos travaux qui se terminent, hein, en termes d'audition du moins. Donc vous avez une vision claire, du moins vous avez exposé une vision claire évidemment de ce qui a été l'histoire particulière de la gestion du commando d'Irignac et d'Yvan Colonne, du procès, puisque vous avez parlé aussi des rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme que vous présidiez à l'époque, et de la mission qui a été faite sur l'observation de ce qui se passait dans ce procès en termes de déroulé et de conformité au droit européen, notamment sur la question des droits de la défense, entre autres, à la gestion du statut, malgré les demandes. Moi, je vais juste revenir contextuellement sur le courrier que nous avions signé donc le 15 octobre 2019. Donc nous sommes l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs de la Corse qui ont eu à ce moment-là. Donc le rapporteur actuel était encore maire, enfin était redevenu maire d'Ajaccio à ce moment-là, mais l'ensemble des parlementaires étaient signataires. Donc je rappelle ce courrier, hein, c'est le 15 octobre 2019. Nous sommes au siège de la Ligue des droits de l'homme. Et on parle uniquement d'Alain Ferrand des Pères Alessandre. Et je dois dire qu'on ne parle uniquement d'Alain Ferrand des Pères Alessandre que parce que nous-mêmes étions rentrés dans le jeu de ce qui nous était dit dans différents couloirs, à savoir qu'il fallait dissocier de manière étapiste, de manière tactique, le cas d'Alain Ferrand des Pères Alessandre, en faisant fi un petit peu des positions fondamentales que nous portions. Enfin, le cas d'Alain Ferrand des Pères Alessandre, en raison du fait qu'ils terminaient ou qu'ils avaient terminé de manière récente à ce moment-là leur peine de sûreté, 25 mai 2017, du cas d'Yvan Colonne qui nous était présenté donc de manière beaucoup plus problématique, de manière symbolique et sacralisée dans leurs relations politiques. Donc ce courrier, je vais lire quelques passages. Hein. Le 11 juillet 2003, Alain Ferrand des Pères Alessandre ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans pour leur participation à l'assassinat du préfet Claude Érignac le 6 février 1998.
Depuis le 25 mai 1999, ils sont détenus et effectuent leur peine dans différentes prisons hors de Corse, leur période de sûreté étant arrivée à échéance le 25 mai 2017. Ils demandent à être rapprochés dans une prison insulaire. Leur inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés constituerait un obstacle majeur à cette demande. Alors, et là, ce qui est important, c'est qu'il y a un passage sur ce qu'implique le statut. Donc, concrètement, les DPS sont soumis à une surveillance spécifique permanente et à un régime de contrainte maximale. Contrôle œilleton réalisé à chaque ronde de nuit avec éclairage de la cellule. Observation quotidienne par les agents pénitentiaires de leur comportement avec le personnel de leurs relations de détention. Contrôle de leurs correspondances écrites et téléphoniques. Fouille régulière et approfondie de leurs cellules. Les familles subissent les effets de ce régime. Leur comportement avec les agents est aussi observé, ainsi que leur relation avec les autres familles de détenus. Dans ce cadre extrêmement contraint et sous haute surveillance, l'administration pénitentiaire constate qu'Alain Ferrand et Pierre Alessandre, et je cite, ne posent aucune difficulté de gestion au quotidien. La demande de rapprochement des deux hommes s'inscrit dans les engagements internationaux auxquels souscrit la France, notamment les règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe consultables sur le site du ministère de la Justice. La règle 17-1 préconise, je cite, les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. Voilà, donc s'en suivent évidemment les demandes de rapprochement des deux hommes. Donc la demande de désinscription du statut, condition nécessaire à ce moment évoquée pour permettre ce rapprochement, et le fait que l'on souhaite à ce que les droits donc, au rapprochement familial soient évidemment respectés dans ce cadre-là. Nous sommes dans le rapprochement, nous ne sommes pas dans une demande à ce moment-là de libération conditionnelle. Je voudrais simplement savoir si vous avez souvenir du traitement politique et administratif qui a été fait à ce courrier, parce que nous sommes le 15 octobre 2019, nous sommes avant la séquence 2020, 2021, 2022, notamment la séquence du déport du garde des Sceaux pour le Matignon, pour le Premier ministre, dans le cas de la gestion de ces détenus-là, qui intervient en octobre 2020, donc un an après, et évidemment de l'enchaînement des manifestations, pré-manifestations sur Ferrand et Alessandre, et puis du drame que l'on connaît aujourd'hui. Simplement contextuellement, si vous avez souvenir des éléments de traitement politique de cette demande. Votre micro, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Excusez-moi, je l'avais arrêté. Malheureusement, c'est un souvenir de pas grand-chose, parce que cette demande n'a pas donné lieu au moindre signe positif donné, enfin de mémoire. Pas le moindre signe positif donné. Je dois dire d'ailleurs qu'il y a eu d'autres démarches et plus tard, moi-même, je crois que j'avais fait des courriers, ou en tout cas la Ligue des droits de l'homme. Donc on avait l'impression vraiment d'un silence total qui nous était opposé. D'autant plus choquant à compter du moment tout de même où le ministre de la Justice s'est trouvé être M. Dupond-Moretti, dont on aurait pu espérer, mais ce n'est pas la seule déception, je dois dire, que nous avons avec lui, il faut le dire, dont nous aurions pu espérer justement qu'il soit plus sensible à compter du moment où il devenait ministre de la Justice, lui qui avait été avocat et défenseur avec brio de beaucoup de détenus, qu'il aurait pris en compte tout de même ces demandes. Or, on s'est heurté au silence, une sorte de silence méprisant, de refus. Et en vérité, les choses n'ont changé qu'à la suite du drame, n'ont vraiment fondamentalement changé, qu'à la suite du drame qu'a connu Ivan Colonna. Il a fallu attendre cela. Et c'est... Alors vous me direz que dans l'histoire des États, et en particulier de l'État français, c'est pas nouveau. Il faut attendre, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu ailleurs, il faut attendre que ça explose pour qu'enfin on prenne les choses en main. Et c'est très exactement ce à quoi on a abouti. Voilà, j'ai pas d'autre. Et je trouve, en plus, vous venez de relire cette lettre que j'avais pris soin d'avoir avec moi. Je ne fais aucun compliment au rédacteur, mais enfin, elle était quand même spécialement bien tournée et très explicite. Et puis, elle était fondée juridiquement. Au bout de 18 ans, la période de sûreté étant expirée, ça devenait un droit de réexaminer cette situation et pour le moins de permettre le rapprochement. C'était une demande à minima
parce qu'il aurait pu être demandé déjà de passer au processus suivant, celui que connaissent actuellement Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions à poser à Monsieur le Président de la Ligue des droits de l'homme pour une bonne simple raison, c'est qu'il a déjà répondu dans ses propos liminaires à l'ensemble des questions que j'avais posées dans le document que je lui avais fait parvenir. Donc, je n'ai pas de questions particulières à poser. Merci. Je dois dire, j'en profite pour dire que ce questionnaire m'a beaucoup aidé, parce que comme j'avais assez peu de temps pour préparer, il m'a donné les clés pour pouvoir répondre et préparer quand même déjà des réponses en partie écrites que je vous communiquerai par la suite. Alors moi, je vais vous poser une question complémentaire, Monsieur le Président, puisque vous avez lu le rapport de l'inspection générale de la justice. Une des principales critiques, vous avez parlé du PNAT, dans le rôle du PNAT dans le dossier du commando dit Erignac, par rapport à la gestion du statut DPS, mais aussi aux argumentaires de troubles à l'ordre public qui empêchaient évidemment la libération conditionnelle. Mais une des critiques qu'émet le rapport, c'est effectivement le fait que le PNAT serait rentré dans le post-sententiel, en donnant un avis très réservé concernant le cas du transfert en Caire réclamé par la prison établissement de Condé-sur-Sarthe en 2019. Est-ce que vous rejoignez ces conclusions? Est-ce que vous estimez qu'à ce moment-là, on est dans un excès de pouvoir ou d'abus de logique de la juridiction antiterroriste de s'immiscer dans le post-sententiel pour empêcher à ce que ce détenu aille en quartier d'évaluation, puisque ce qui est ciblé, c'est effectivement à la fois le post-sententiel, selon l'inspection, c'est-à-dire qu'on intervient avec un avis très réservé, ce qui suppose une connaissance précise de l'individu. Quand on dit très réservé, c'est qu'on connaît, du moins c'est ce que nous estimons de manière précise, la dangerosité de l'individu, au point qu'on estime qu'il va déstabiliser la session, parce que c'est l'argument qui nous a évoqué par ceux qui sont venus s'en expliquer devant nous, d'une part, et puis ce qui est critiqué aussi, c'est le lien un peu mécanique qu'a eu la direction de l'administration pénitentiaire de l'époque de suivre cet avis, alors qu'elle n'était pas liée. Que pensez-vous de ce système de fonctionnement? Est-ce qu'on peut estimer, parce qu'évidemment, il y a ceux qui défendent les conclusions d'inspection, qui sont venus devant nous, et puis il y a ceux qui se défendent des conclusions d'inspection en justifiant que la conduite des opérations était la meilleure possible à ce moment-là, concernant cet individu-là, en invoquant notamment une obsession de la sortie de l'individu et qu'il a droit à la réinsertion et qu'il fallait de toute façon continuer à cheminer pour essayer de l'amener à une normalité. C'est un petit peu ce que nous évoqué. Voilà, donc que pensez-vous de cette prégnance-là de l'avis du PNAT, du lien avec l'ADAP? Je pense que dans la façon que vous avez de présenter la question, il y a déjà en partie la réponse. Ce n'est pas le rôle du PNAT d'intervenir post-sententiel comme il l'a fait précisément. Il sort de son rôle. L'évaluation qui doit être faite quant au placement ou non dans un quartier quel qu'il soit, que c'est pas normalement le rôle du PNAT, mais ça montre bien à quel point, et c'est ce que nous dénonçons dans la justice antiterroriste, à quel point on sort d'un cadre de fonctionnement normal pour être dans le péché d'origine que nous avons dénoncé dès le début, vous le savez, à travers un rapport où nous avions dit, c'était d'ailleurs à peu près l'époque du procès Colonna, que la législation antiterroriste à la française était la porte, je reprends de mémoire, mais je crois que c'était le titre, la porte ouverte à l'arbitraire. Et c'est de cela dont il s'agit, parce que le PNAT, évidemment, est sous une coupe politique qui lui fait jouer un rôle qui va hors de son champ d'action. Donc je crois que c'est éminemment répréhensible pour répondre. Le deuxième point, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, n'était pas tenue par cet avis. Donc elle aurait pu aussi procéder différemment.
mais c'est dire à quel point le poids pèse, le poids du PNAP, enfin du pôle antiterroriste, est pesant et prégnant. Et je me permets à nouveau de revenir sur cette affaire dans laquelle je suis intervenu pour un détenu basque qui avait formulé je ne sais combien de demandes avant de pouvoir bénéficier d'un statut similaire à celui de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. La façon de se comporter pour s'opposer à cela de la part du parquet antiterroriste montre un acharnement qui dépasse complètement le cadre du respect des règles essentielles par rapport aux personnes, et c'est pour ça d'ailleurs aux personnes détenues, et c'est pour ça que la France se fait fréquemment rappeler à l'ordre, voire condamner pour toutes ces violations de droits liées à des condamnations de cette nature ou aux conditions de détention dans les prisons. Très bien, merci pour votre réponse. Je fais un point d'ordre. Monsieur le rapporteur est parti ou il y a un problème technique? Non, je suis ici. Ah, je suis d'accord, ici, d'accord. monsieur le Président. D'accord, non, parce qu'on ne voyait plus à l'écran, c'est pour ça que je m'inquiétais. Bon, moi, personnellement, je n'ai plus de questions. Je me tourne vers vous, monsieur le rapporteur. Est-ce que vous n'avez pas... Pas de questions, monsieur le Président. Bon. Question. Monsieur le Président, je me tourne vers vous. Si vous avez un mot de conclusion, vous avez la parole. Sinon, on met un terme à cette audition si... Non, un mot de conclusion, j'espère que, simplement, je me tourne un peu vers votre commission. J'espère qu'elle permettra de contribuer à éclaircir le débat, à faire une part supplémentaire, enfin, à contribuer à la vérité, qui est toujours, me semble-t-il, manquante. Je ne suis pas certain que vos seuls travaux permettront d'y parvenir, mais s'ils peuvent constituer ces travaux-là déjà une avancée, et s'ils peuvent peut-être... on peut espérer que les pouvoirs, les autorités qui détiennent quand même les clés tiennent compte ensuite de vos travaux, de vos recommandations. Parce que je terminerai juste par ça qu'on a peut-être abordé un peu rapidement, mais sur la question du DPS, du détenu particulièrement signalé, il y a une très très bonne étude qui a été faite par l'Association des droits humains de la Sorbonne, dont j'avoue que je ne connaissais pas forcément tous les travaux, mais qui démontre que ce n'est même pas intégré dans un cadre législatif précis, qui démontre qu'il y a, de la part notamment du Conseil constitutionnel, il y a eu quelques timides réprimandes sur ce sujet, sans pour autant que le législateur s'en saisisse et sans pour autant que cela change en rien le maintien de ce statut de détenu particulièrement surveillé, alors que c'est pour le moins qu'il y ait nécessité. On est dans le réalisme aussi. Moi, je me refuse toujours à être dans l'angélisme. Donc, il y a quand même des détenus qui méritent d'être spécialement contrôlés. Mais je ne pense pas que ça soit, avec toutes les mesures très excessives qui ont été rappelées, d'ailleurs, je crois, dans votre lettre que vous lisiez tout à l'heure, avec toutes ces mesures très excessives, qu'on parvient mieux à... Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ferai une comparaison un peu osée, parce que je suis investi dans le sujet en ce moment. C'est comme le comportement des forces de l'ordre, qu'il est nécessaire qu'il y ait un maintien de l'ordre. Mais est-ce que cela justifie des excès et le recours à des armes de guerre? Là, d'une certaine manière, vis-à-vis des détenus, c'est une comparaison peut-être un peu hasardeuse, mais vis-à-vis de ces détenus qui sont dans les quartiers DPS, il faut sans doute, pour certains d'entre eux, certaines d'entre elles, prendre des mesures de surveillance particulières, ou en tout cas préserver aussi le fait qu'elles puissent être maintenues en détention et que le personnel pénitentiaire soit lui-même protégé. Mais je ne pense pas que ça nécessite d'être, surtout par... Alors, si on vient à Ivan Colonna et aux deux autres, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, dont toute l'administration pénitentiaire, pendant 20 ans, plus de 20 ans de détention, viennent nous dire qu'ils ont eu un comportement exemplaire. Alors, qu'est-ce qui peut quand même justifier des mesures de rétorsion pareilles pendant si longtemps, alors qu'aucun risque n'existait, si ce n'est un acharnement très condamnable. Très bien. Merci pour cette conclusion, Monsieur le Président, et merci pour votre présence devant notre commission.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, également de m'avoir entendu. Donc on suspend la séance. Voilà, messieurs, dames.